Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Jeudi 29 septembre, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Alors, on a un petit problème sur Facebook, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, ça va se remettre en place, mais suivez-nous sur l'application sur YouTube ou alors même sur le site de Sud Radio directement. Vous pourrez nous voir en studio, bien que la radio normalement ne doit pas être filmé. Mais ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex. Bonjour Valérie. Vous dirigez une chaîne YouTube, une chaîne de débat, Les Indécis. Charlotte Rocher, vous êtes lanceuse d'alerte et militante féministe. Bonjour à vous, bienvenue, c'est une première fois. On va vous accueillir avec bienveillance. Thomas Elexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour. Bonjour Valérie. Et félicitations puisque vous êtes un nouveau papa. Donc, merci. On salue Gabriel qui vient d'arriver. Et Michel Taube, fondateur Bonjour. du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. La réforme des retraites, on l'a appris cette nuit, pas de passage en force. Emmanuel Macron menace de dissoudre en cas de blocage. Journée de grève aujourd'hui. Alors que penser de cette journée? Premier tour de chauffe sociale ou au contraire, les Français ne descendront pas dans la rue. On y en parlera avec vous et puis de ce qui s'est passé à Nantes également. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Michel, on va commencer avec vous. C'est la suite un petit peu de notre débat d'hier. Parlez bien dans le micro. Oui, c'est pour suivre un petit peu l'actualité parce que souvent on oublie après de faire le suivi. Finalement, le match a eu lieu. Le match impossible a eu lieu malgré l'idéologie sectaire et dépassée des insoumis, de quelques macronistes qui ne savent pas trop où ils se situent. Je parle bien entendu du match entre une équipe de l'Assemblée nationale et d'anciens stars du foot français. Et ce que je voulais dire, le variété plus précisément, effectivement. Et ce que je veux dire, ce qui moi m'a finalement impressionné, c'est que heureusement que ce match a eu lieu, ne serait-ce que pour la cause humanitaire que ce match visait. Mais finalement, le démenti qui est apporté aux insoumis qui voulaient boycotter les élus Rassemblement National, qui ont pourtant été démocratiquement élus, c'est le fait que d'anciens stars du foot aient participé au match. C'est-à-dire que c'est des personnalités de la société civile qui sont venues. Quand vous avez un Christian Carambeu, dont l'arrière-parent avait été esclave et montré en pâture à une exposition coloniale en 1902, je crois, en France, et qu'il jouait dans un match contre des élus Rassemblement National, je veux dire, c'est le meilleur démenti qu'on puisse apporter à cette position sectaire des élus insoumis. Et donc, moi, je veux saluer ceux qui ont fait ce match, Carl Olive notamment, parce qu'il a eu des pressions très fortes, très fortes, pour annuler ce match. Et dernier point, Julien Audoul n'a pas été victime d'une attaque politique. Il s'est blessé tout seul, mais il s'est très lourdement, Julien Audoul qui est député RN de Lyon, mais il s'est tout seul blessé. Et voilà, et moi je suis politiquement, éditorialement très opposé aux idées du Rassemblement National, mais il n'empêche, ils sont républicains, ils sont élus de façon démocratique, et les boycotter aujourd'hui n'a plus de sens. Oui, Alex Darmon, Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais quel cirque en plus, franchement. Que c'est occupé l'antenne à ce point-là pendant... Quel intérêt, on continue. Quel intérêt. Moi, je vais vous dire, j'ai joué dans le 15 parlementaire, puisque j'ai fait du rugby dans ma vie. J'ai joué dans le 15 parlementaire, et c'est vrai que c'était un sujet qui revenait, notamment sous la précédente mandature. Dans le 15 parlementaire, vous aviez en deuxième ligne Louis Alliot qui jouait, et devant, vous aviez en première ligne Alexis Corbière. Et c'était un sujet qui revenait, mais qui revenait plutôt sur le ton de la blague. Ça dit quand même beaucoup de notre époque et de l'année qu'on est en train de vivre en 2022, parce que c'était déjà une élection présidentielle qui était très bizarre. Mais si en plus, même dans les affaires extra-politiques, c'est de l'extra-politique, ça fait même la promotion de la chose politique. Quand vous avez ça sur le terrain, moi je me rappelle, il y a 7-8 ans, j'avais fait un sujet quand j'étais à Public Sénat, sur le club Variété France, avec les politiques qui jouaient, et vous aviez François Barouin et Razi Hamadi qui jouaient ensemble sur le terrain, et c'était bon enfant. Là aujourd'hui, même ça, on s'en sert de quelque chose de politique où il faut dire qu'on n'est pas d'accord. En fait, ça dit juste une chose, c'est qu'on va vivre des temps terribles sur le terme politique. Et quand vous avez, on va en parler dans quelques minutes, le président de la République qui menace de dissoudre si on vote pas la réforme des retraites.
Alors, franchement, non, mais ça, c'est politique. Alors, mais non, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire des temps actuels. Thomas, mais juste sur le rugby. La NUPS est en train de normaliser et de faire monter le Front National. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette réaction de la NUPS, ce boycott, on aurait peut-être moins parlé de ce match de foot. On aurait peut-être moins parlé de toutes ces photos et de Julien Audoul et ses comparses sur le terrain. Je vois aussi qu'Aurore Berger a essayé, elle aussi, de dissuader les députés marcheurs. Carl Olive s'est opposé, Éric Woerth aussi, d'ailleurs, s'est opposé à la consigne de la présidente du groupe En Marche. Mais je trouve, moi, c'est un carton rouge que j'adresse à la NUPS parce que par leur attitude, ils sont en train de continuer la mise en avant du FN, leur donner des temps d'antenne, les victimiser, les normaliser, etc. Et ils sont en train de faire monter le FN par leur attitude délirante, sans parler des cravates à l'Assemblée nationale portées par les députés féminines, etc. quoi. Vous en pensez quoi? Vous êtes intéressée à cette affaire, Charlotte? Alors moi, je vais paraître très terre à terre, mais personnellement, moi, le foot, c'est pas du tout une passion dans ma vie. Non, alors, mais le sans foot être une passion. les parlementaires. Non, mais c'est pas encore moins. Non, mais c'est un fait politique. C'est effectivement hier, ça dit quelque chose aussi de la politique. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est un peu, typique du comportement de nombreux députés insoumis de la NUPS qui sont constamment en train de chercher la polémique, le buzz, notamment sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve ça un peu consternant. Ça serait bien qu'ils s'intéressent vraiment aux préoccupations des Français au lieu de tout diaboliser. Enfin, voilà quoi. Juste deux petits points. En fait, le 15 parlementaire, c'est-à-dire l'équipe de rugby est quasiment mort-née. Parce que sociologiquement, géographiquement, dans cette équipe de rugby, il y a beaucoup de socialistes du Sud-Ouest et beaucoup de RN, le Rassemblement National du Sud de la France. Et du coup, s'ils restent sur leur posture idéologique stupide, il n'y aura pas d'équipe. Il n'y aura pas plus y avoir d'équipe, alors qu'on est à 1 an de la Coupe du Monde de rugby. Et puis, enfin, dernier point, c'est aussi la responsabilité d'Aurore Berger. C'est elle aussi, il ne faut pas incriminer que les insoumis. C'est aussi Aurore Berger qui a complètement légitimé, qui s'est soumise quelque part à ce diktat idéologique des insoumis, et il faut le regretter. Et puis enfin, le foot, le sport, ça a quand même une fonction universelle de dépassement des clivages. On en parle trop, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu le paradoxe toujours de se dire est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il ne faut pas en parler. Et on rappelle que c'était pour une bonne cause, c'est-à-dire une association qui lutte contre le cyberharcèlement des enfants. Charlotte, vous vouliez revenir, vous, sur l'interview d'Elisabeth Badinter hier, chez le confrère de France Inter. Voilà, c'est ça. Moi, c'est un peu un coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est évidemment les propos qu'a tenus Elisabeth Badinter, qui est revenue en fait sur des fondamentaux du combat féministe. Vous voulez qu'on l'écoute? On va écouter ce qu'elle a dit. Avec plaisir. On va l'écouter. Toujours un plaisir. C'est un mouvement qui se radicalise, et à la tête de la radicalisation sur ces sujets, nous avons une députée qui est Madame Rousseau et qui veut faire flamber tout, quoi. Alors, j'ai été particulièrement choquée par son intervention sur C'est à vous, où elle s'est permise d'évoquer un problème entre Monsieur Bayou et sa compagne et d'appeler à son exclusion. Et là, je me suis dit, mais où on est maintenant? Où sommes-nous pour mépriser à ce point la justice? C'est une femme qui est dans la toute-puissance et qui se permet de contrer la justice, mettre quelqu'un au pilori publiquement sans que nous sachions, ni qu'elle sache ce qui s'est passé des deux côtés. De toute façon, ça ne serait pas à elle de le faire. Bon, c'est une partie des propos qu'elle a pu tenir, mais elle a insisté en particulier sur les différences entre les néo-féministes et les féministes. Voilà, c'est ça. Donc, personnellement, je trouve que c'est une opposition en fait entre un féminisme qui a eu des combats tels que le droit à l'IVG, le droit des femmes justement à avoir le même droit que les hommes dans tous les domaines. Et face à ça, on a des combats qui sont celle de la nouvelle génération qui se prétend écoféministe. Pour mettre un peu d'écologie là-dedans, ça fait un peu plus à la mode. Et dont les combats, c'est l'écriture inclusive, dire que le voile islamique, c'est féministe. Enfin, quand même, il y a un monde. Et on a l'impression que Sandrine Rousseau, elle tente de déconstruire tout ce qui a été fait en matière de féminisme en disant non, ça c'est pas bien, c'est des bêtises. D'ailleurs, ça a été repris notamment par Mathilde Panot qui a mis, qui a à base d'extraits choisis de l'interview de Madame Badinter, qui lui a fait dire juste ce qu'elle n'a pas dit.
et qui a mis qu'elle racontait des bêtises. Une femme qui est quand même un modèle, une tête vraiment dans le mouvement féminisme. Alors elle a aussi, pour moi, dit quelque chose qui n'était pas forcément très juste, à savoir les femmes qui attendent la prescription pour porter plainte. Elle ne comprend pas pourquoi, elle pense que ça ne devrait pas être possible. Je pense que c'est nier tout le travail qui peut être fait chez une victime de viol, d'agression. Bien sûr, je pense que Madame Badinter en fait a eu des propos qui étaient surtout forts et on n'est plus trop habitué en fait à ce que les gens parlent fort et franchement. Et je suis d'accord avec elle sur le fait qu'on ne peut pas élever les violences faites aux femmes en crime contre l'humanité. Parce que les violences faites aux femmes, ça met en fait la femme sur un piédestal par rapport à l'homme. Pourquoi une violence faite envers une femme serait plus importante et plus grave que des violences faites envers les hommes? Parce qu'il y en a beaucoup. En plus, c'est juridiquement tout à fait. Je ne savais pas que Mme Badinter a dit ça, mais si elle a dit ça, elle se trompe. Parce qu'au niveau notamment du droit international public, la Cour pénale internationale reconnaît les viols en tant que tels, comme des crimes contre l'humanité dans des nombreux conflits et dans des génocides qui sont commis. Donc il y a une évolution du droit, reconnaissant, et c'est tant mieux, que le fait de s'en prendre à des femmes, c'est en soi, ça peut constituer un crime contre l'humanité. Donc elle n'a pas tout à fait raison en disant cela. Et moi je pense aussi que s'en prendre aux femmes, ça n'est pas anodin. C'est pas une violence comme les autres. Je suis tout à fait d'accord. C'est la vérité d'évangile de Mme Badinter. Oui, Alex, vous l'avez entendu ? J'ai entendu, Madame Badinter reste quand même une référence en la matière de lutte contre les violences faites aux femmes et toutes ces problématiques-là. Après, moi, ce que je retiens de son passage, c'est aussi le moment où elle dit et je suis désolé, elle a raison, on livre les hommes, en particulier en ce moment, une vindicte populaire sans les faire passer par la cage justice. Ça, en fait, je suis désolé, c'est en écho du premier coup de gueule. On est dans une époque où tout semble normal et où on peut se permettre d'accuser les gens de ne pas vouloir jouer au foot avec eux, enfin toutes les valeurs qui sont bafouées de notre République en fait. La justice, c'est quand même une grosse particularité française entre guillemets. La justice est importante dans notre pays. Et là aujourd'hui, oui, mais enfin elle dysfonctionne, et les violences. Mais les violences sexuelles sont quelque chose de particulier. C'est pas de la fraude fiscale. Bien évidemment. La fraude fiscale, je ne mets pas sur le même tableau. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des sujets qui changent et qui évoluent dans la société. On n'en a jamais autant parlé et heureusement, on n'en a jamais autant parlé que depuis 5 ans. On peut faire tous les reproches du monde au président de la République et il y en a plein à lui faire et on va lui en faire dans cette émission. Mais il est vrai que depuis 5 ans, on n'a jamais parlé autant de violences faites aux femmes. Et je dis pas qu'on arrive c'est pas l'effet Macron, hein. C'est l'effet du mouvement. Je suis désolé, ça peut être l'effet de ce que vous voulez. N'empêche qu'on n'en a jamais autant parlé, qu'on en a fait des Grenelles. Alors on n'en a peut-être pas tiré les bonnes conclusions. En tout cas, on en parle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que pour avancer sur ces sujets-là, il faut faire attention à comment on traite et les victimes et ceux qu'on accuse. Je vous parle de ça parce que j'ai vu une vidéo. Alors, il faudrait que je trouve la référence de cette vidéo, une caméra cachée où on voit des jeunes gens se sont amusés entre guillemets à faire en sorte de frapper une femme dans la rue et voir comment les gens réagissaient. Et vous avez des gens qui réagissent de tous les côtés et qui s'interposent pour dire que c'est pas normal. Et puis dans le même temps, vous avez une vidéo 10 minutes après où vous voyez la femme qui tabasse l'homme et les gens rigolent de ça. Bien sûr. Les gens rigolent de ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une violence dans la société, que quand on s'attaque à un sujet, ça met toujours plus de temps à trouver les solutions. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on a beaucoup de sujets sur le tapis aujourd'hui et beaucoup de débats intéressants. Thomas, on vous a pas entendu, votre coup de gueule, c'est un coup de gueule pour nos amis de mon territoire agriculteur. Qui vivent des temps extrêmement difficiles de par la crise et l'inflation mondiale, notamment au niveau du lait. La filière lait est en train de s'effondrer complètement chez moi dans mon territoire. Hein.
c'est assez catastrophique. On avait 800 producteurs de lait dans l'heure en 2008. On va passer à 200 fermes peut-être en 2025. On est en train totalement de casser notre indépendance, notre filière agroalimentaire française qui pour moi est synonyme de croissance et de développement pour notre économie avec les besoins dans le monde, de la population mondiale, etc. On a encouragé les agriculteurs à un petit peu se diversifier, installer du photovoltaïque, créer de la méthanisation. Alors je sais que la méthanisation c'est un sujet complexe qui parfois hérisse les riverains, mais quand ça marche, ça peut très bien marcher. Et là on se rend compte, on est dans une situation où on peut produire de l'énergie en France et où le gaz issu de la méthanisation est resté au prix d'avant-crise et où l'électricité qui fait tourner les machines est au prix d'après-crise. Qui fait qu'aujourd'hui, des agriculteurs veulent arrêter la fabrication du méthane, qui est un gaz naturel, en France, parce que ça leur coûte plus cher de produire. Et donc, dans cette folie inflationniste mondiale du prix de l'énergie, etc., je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas être du côté des agriculteurs et des producteurs français d'énergie quand elle peut être verte et française. Et donc, c'était un coup de gueule pour dire qu'une fois de plus, on n'est pas du tout au niveau de la défense de notre filière, de l'agriculture qui façonne nos paysages, qui est une filière pour moi d'avenir, et où de plus en plus, voilà, on va casser des filières entières, casser des familles, casser aussi des hommes, puisque derrière, ce sont des hommes qui de plus en plus arrêtent, qu'on connaisse des drames très graves, familiaux, personnels. Et donc voilà, c'était un coup de gueule, un coup de cœur aussi, pour dire mon incompréhension sur ce qu'ils traversent à l'heure actuelle. Et le problème sur la filière viande aussi, ce que disent beaucoup de bouchers, beaucoup de restaurateurs, c'est qu'il y a énormément depuis le Covid, beaucoup d'éleveurs qui ont décidé d'arrêter. Oui, donc, ils sont pris en tenaille. Ils sont pris en tenaille par un prix des matières, un prix des engrais. L'engrais a été multiplié par 4, par une grande distribution française qui tire les prix au maximum vers le bas, etc. Par un pouvoir d'achat qui aussi peut être compliqué en France, mais bon, ça touche à d'autres sujets qui sont le prix du logement, etc. dans notre pays. Et là, ils sont totalement pris en tenaille entre des prix à l'achat du produit final ou du produit sorti des exploitations qui est très faible et des coûts de production qui explosent littéralement. Et donc, on va casser, si ce n'est pas déjà fait, une filière. Donc ça touche à la viande, ça touche au lait. Alors les céréales s'en sortent à peu près, mais parce que les céréales, on est sur un cours mondial qui fait que heureusement qu'il y a des valeurs à l'export qui tirent les revenus de nos agriculteurs, mais tout ce qui est sur le marché français intérieur, c'est une catastrophe. C'est le cas du lait. Le lait se vend à l'export à 700 € la tonne, et en France à 380 et en Hollande à 600. Voilà. Alex, un coup de gueule Ouais, sur Emmanuel Macron, le président de la République, et sa critique envers les réseaux sociaux. Alors là, on est dans le pur style du macronisme, c'est-à-dire le en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président autant présent sur les réseaux sociaux. C'est son canal de diffusion préféré, de propagande, entre guillemets, préféré, où il s'affiche un peu différemment. Avec les chemises, on s'en rappelle il y a quelques semaines, ce qu'il avait fait pour le The Event. Bref, dès qu'il a quelque chose à dire, il passe sur les réseaux sociaux. Et hier, il fait du en même temps en disant, mais attention quand même, les réseaux sociaux, c'est quand même terrible, parce qu'il y a des colporteurs et des falsificateurs. C'est le meilleur outil pour pouvoir diffuser des fake news. Première nouvelle, merci. On était au courant depuis longtemps. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, il avait parlé de faire ce qui était à réfléchir, je dis pas que c'était la bonne solution, mais de donner, vous savez, une sorte de label pour les médias en ligne, digitaux. Il avait complètement oublié cette idée-là. Et aujourd'hui, voilà, il faut qu'il fasse parler de lui. Donc, il vient nous faire un petit coup de c'est pas bien, faut faire attention aux réseaux sociaux. On va éduquer les jeunes là-dessus. Enfin bon, franchement, c'est encore une prise de parole qui sert à rien. On sait très bien qu'il y a des colporteurs et des falsificateurs. On sait très bien qu'il y a des fake news. Les Américains, les Russes l'ont fait. Merci. Mais au lieu de le dire, il faut agir, il faut faire quelque chose. Ou alors, même lui, il faudrait qu'il donne l'exemple. Enfin, je veux dire, il a jamais autant parlé. Ministres, Oui, lui et ses ministres. Il a jamais autant parlé sur les réseaux sociaux qu'en ce moment. Et puis en parallèle, il nous dit que c'est pas bon. Donc, on s'y retrouve plus, en fait, en quelque sorte. C'est une interview au Point, et donc il a critiqué les colporteurs et les falsificateurs qui utilisent les plateformes pour répandre leurs fausses informations. Il va être reçu en visite d'État par Joe Biden le 1er décembre aux États-Unis.
États-Unis, ils parlent pas, ils agissent. Ils sont en train de monter un énorme projet d'interdiction de TikTok aux États-Unis, qui, à mon avis, serait une très bonne chose parce que c'est dévastateur en termes à tous les niveaux sur les enfants qui passent des heures et des heures et des heures. Mais là, aux États-Unis, ils agissent. Ils sont pas dans le blablabla dont Emmanuel Macron s'est fait la spécialité. Pour les plus jeunes, quand même, il y a une responsabilité des parents qui doivent gérer un minimum l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. Enfin, je pense qu'il y a une prise de responsabilité à avoir au niveau des utilisateurs aussi. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfants, mais je peux vous dire la complexité de la chose. Je comprends, mais je trouve que d'incriminer les réseaux sociaux de manière générale, ça enlève la responsabilité de chacun justement sur les réseaux sociaux. Il y avait un article sur le... Parce que vous vous rendez pas compte la pression. La pression qu'exercent les réseaux sociaux sur nos enfants. Parce que moi aussi, j'ai une fille qui a 12 ans et je peux vous dire que c'est terriblement difficile. Il y a un article dans le Parisien aujourd'hui sur le sujet, sur ces ados qui sont totalement accros aux réseaux sociaux. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, nous parlions, le coup de gueule, on peut développer le coup de gueule d'Alex Darmon sur les réseaux sociaux et la position du président de la République et de son gouvernement qui l'utilise quand même énormément, Thomas Alexhauser. Il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux pendant sa campagne, TikTok, Big Flo et Oli ou je ne sais quoi, dans les salons de l'Élysée, c'était aussi lui. Donc c'est un peu se foutre de bref, mais après je voudrais profiter de ça pour redire un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Moi je suis un grand adepte et utilisateur de Facebook, Twitter, Instagram. Je trouve, et je le dis aux dirigeants de Facebook en France, et qu'il y a une dérive totale de ces réseaux sociaux vis-à-vis de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus regarder le contenu de ses amis, des gens qui nous intéressent, des pages que l'on suit, etc. On est sans arrêt noyé dans un flot ininterrompu de publicité, et je pense même qu'il doit y avoir des liens entre le profil de chacun, nos adresses IP et nos recherches. Parce que quand je fais des recherches sur Google et que je trouve quelques secondes ou minutes après l'objet de ma recherche dans mes stories publicités Instagram, d'une recherche Google qui se retrouve sur Instagram et Facebook, là on est vraiment dans la perversion du système de regarder au maximum ce qui se passe. La libération des données. Et je trouve ça dramatique. Ouais, c'est sûr. Là il y a un coup de gueule. Bon, Michel. Non, mais moi, honnêtement, j'ai le regard sur les réseaux sociaux d'un parent qui voit son enfant complètement sous pression et influençable par. Mais ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans l'aspect politique, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux, de la manipulation. C'est un peu ce que le chef dénonce de l'État a largement légitimé ces réseaux sociaux par son omniprésence, et il aurait peut-être pu s'interroger si effectivement il était convaincu que ce sont des supports dangereux, s'interroger sur se mettre en retrait de... Charlotte Rocher. Moi je suis aussi une grosse utilisatrice, surtout Twitter, Facebook, pas TikTok parce qu'il y a des limites. Mais je pense... En effet, il y a des dangers aux réseaux sociaux et c'est un peu un outil qui explose et qu'on commence un peu à apprivoiser. Enfin, un peu... On essaie d'apprivoiser, mais je pense qu'il y a aussi des points positifs sur les réseaux sociaux. Notamment, ça permet à certains citoyens de s'exprimer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je suis très proche du mouvement Saccage Paris. Ça a été un moyen d'expression et puis de pouvoir exprimer son mal-être et l'état de notre ville. Donc oui, je trouve qu'il y a des bons côtés, évidemment. Non, mais tout n'est pas acheté, on en est tous utilisateurs. D'ailleurs, Macron utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux, même s'il crache beaucoup dessus aussi. C'est ça. Mais il a joué la carte du Commander-in-Chief en mois de février 2022, quand il fallait parler de l'Ukraine et pas parler de l'élection présidentielle, à foison, avec des photos, des conversations avec le président Poutine dans tous les sens. Donc il a su l'utiliser quand ça l'a arrangé. Alors parlons de la réforme des retraites. Donc c'est l'actualité ce matin, puisque le président de la République a donc, la première ministre plus précisément, a annoncé qu'il n'y aurait pas de passage en force. Néanmoins, le président de la République menace de dissolution s'il y avait une motion de censure. Donc changement de méthode, plus de passage en force. Alex Darmon, concertation, pour le moment, mais
Pour le moment, concertation annoncée avec Elisabeth Borne. Ouais. On ne sait pas qui va y aller à cette concertation et pour combien de temps à chaque fois. Je pense que c'est un peu panique à bord. Ouais. Mais c'est franchement un peu gênant quand vous regardez la situation objectivement parce que c'est pas une surprise cette réforme des retraites. Non, ça faisait partie de son programme. C'est exactement son programme qui est aujourd'hui appliqué. Depuis 5 ans, on sait très bien que c'est pas passé dans le premier quinquennat parce que il y avait des relations entre un président de la République et son Premier ministre qui n'étaient pas forcément alignés sur ces questions de réforme des retraites. Ça a été un sujet qui est ressorti pendant la campagne électorale. On a l'impression qu'il va le traîner pendant tout le quinquennat, cette réforme des retraites, s'il la fait pas aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, il annonce ce matin qu'il n'y aura pas de passage en force, qu'il y aura peut-être dissolution. Quand vous parlez un peu avec des membres de la majorité, ils vous disent qu'il y aura passage en force, s'il faut, et qu'ils iront voter cette réforme des retraites. Là, le gros point qui va être important dans les heures qui viennent, c'est de savoir sur cette négociation et cette concertation qui est installée, où vous devez avoir les 4 syndicats qui appellent aujourd'hui à la grève, plus le MEDEF, d'ailleurs 5 syndicats plus le MEDEF, qui va y aller? Et est-ce qu'ils vraiment ils vont échanger? Est-ce que ça va être constructif? Philippe Martinez disait ce matin, de toute façon, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de fond. D'objectif, absolument. Voilà. Alors, parce que Macron temporise, mais en même temps, il annonce qu'un texte pour l'été 2023. Donc on discute, mais de toute façon, on ira. C'est exactement ça. Michel? Pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que... Pour éviter la grogne sociale? Non, mais cette grogne sociale, elle va exploser en janvier-février. En fait, il annonce le projet de loi pour la fin de l'hiver. On nous l'avait annoncé là, la grogne sociale, visiblement. Attendez, elle commence là. Aujourd'hui, il y a des grèves. Lundi, ils vont se réunir de nouveau pour annoncer un nouveau calendrier. Et là, Emmanuel Macron offre sur un plateau aux syndicats et à tous les opposants et à la réforme des retraites et à la Macronie un calendrier qui est presque parfait, c'est-à-dire 3-4 mois pour se préparer à un bras de fer qui se situera dans la rue plus qu'à l'Assemblée, puisqu'effectivement à l'Assemblée, quand Emmanuel Macron dit « je dissous si vous votez la censure », en fait c'est un coup de pression comme vous le disiez sévèrement tout à l'heure en off, sur les députés Renaissance, mais aussi sur les députés LR. Parce que pour qu'une motion de censure soit votée, il faudrait la participation des députés LR. Donc je vois mal les députés, et puis aussi le groupe Lyotte, 16 députés de centre-gauche, je les vois mal voter une censure conjointe des Insoumis et du Rassemblement National. Mais du coup, c'est dans la rue que le bras de fer va avoir lieu. Ouais. Et là, Emmanuel Macron, moi je trouve que dans sa logique, il aurait mieux valu qu'il passe en force tout de suite pour justement ne pas laisser le temps aux forces sociales opposées de se préparer. Là, il va récolter le pire qu'il pouvait avoir. C'était des gens dans la rue et un vote en catimini à coup de 49-30. Oui, Thomas, de qui se moque-t-on sur cette réforme des retraites? Excusez-moi. Il faut avoir de la mémoire un peu politique. Nous avons eu 5 ans de gouvernement Macron. Pendant ces 5 ans, il y a eu des personnes qui ont travaillé jour et nuit sur la réforme des retraites. On a oublié qu'on a eu pendant plus de 3 ans un haut commissaire aux retraites qui s'appelait Monsieur Delevoye, qui a suivi derrière Laurent Pretaschinski, qui était secrétaire d'État aux retraites. Ces gens-là, pendant 5 ans, ils ont consulté des dizaines d'heures de réunions avec les syndicats, les forces vives, des dizaines de services, de collaborateurs qui, pendant un mandat entier, ont préparé une réforme. Donc la réforme, elle est quand même censée déjà exister. On va reconsulter sur quoi? Delevoye, il a consulté la CGT il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Donc on va consulter sur quoi? La réforme, on la connaît. C'est oui ou non un recul de l'âge de départ de la retraite, c'est tout. Après, il y a des ajustements. Moi, je pense qu'il faut aussi parler d'une réforme qui soit plus juste pour pouvoir équilibrer un petit peu les régismes du privé et du public, ce qui peut aussi être un détonateur. Mais malgré tout, depuis 5 ans, le président Macron, l'Élysée, le secrétariat général de l'Élysée, ils ont quand même un texte qui doit être prêt, parce que sinon, les salaires de ces personnes-là, ils ont servi à quoi et pendant 5 ans sur ces consultations? Donc moi, je dis, où est le texte qui a été préparé pendant 5 ans? Oui. Charlotte? Moi, je suis tout à fait d'accord. Franchement, j'ai l'impression en fait que ça surgit comme ça, comme par magie, qu'on n'en a jamais discuté avant, alors qu'en effet, depuis 5 ans, la réforme des retraites, on n'arrête pas de nous en parler, et c'est pas une surprise. Donc, à un moment, faut y aller. Enfin, faut agir.
Et faut affronter. Mais en même temps, la méthode, c'est la méthode aussi là, c'est de se dire est-ce qu'un passage en force de toute façon finira par arriver, ce que disait. C'est ça, c'est mieux reculer pour mieux sauter, quoi. Ouais, c'est également un démenti flagrant au Conseil national de la refondation qu'a installé Emmanuel Macron, parce que s'il y a bien une question de fond qui méritait une discussion approfondie de tous les corps de la société, c'était les retraites. Or, il a sorti le débat sur les retraites d'un conseil censé refonder le modèle social de notre pays. Enfin, on marche vraiment sur la tête et il est sans arrêt dans des contradictions et des injonctions paradoxales qui nous mènent droit dans le mur. Après, vous parlez de mémoire politique. Vous avez raison. Il faut avoir la mémoire politique. Cette réforme des retraites, elle a été préparée, on le sait très bien. On le sait très bien par qui elle a été préparée. Vous avez dit, M. Delvoye, M. Petrachevski derrière, même M. Philippe, c'était quand même un de ses objectifs. Il a quand même échoué là-dessus, faut le rappeler, sur la réforme des retraites. Il y a quand même eu le Covid au milieu de tout ça. On sait que cette réforme des retraites, elle a été décalée à cause du Covid pendant 2 ans. Et puis après, vous rentrez dans une campagne électorale en 2022. Et je pense pas que quand vous êtes candidat, c'est la meilleure façon d'agir et de proposer une réforme des retraites. Ouais. Bon, là, elle revient. Ça doit être la première, après, à part le pouvoir d'achat, la première grosse réforme du quinquennat Macron. Moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que vous avez raison, le texte, il est prêt. Mais on nous parle d'un horizon à 2023. Été 2023. Vous vous rendez compte ? Été 2023. Ouais. Et si l'autre côté, ils consultaient pas, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que les partenaires sociaux... Mais les consultations, elles ont eu lieu pendant les 5 dernières années. Non mais attendez, c'est un monde entre il y a 2022, avant une campagne électorale, et aujourd'hui. S'ils consultent pas aujourd'hui, pour le coup, on parlera de passage en force, ce qui va se passer 49.3, sans consultation avant. Il est obligé de jongler entre tout ça. Obligé. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir... Ouais. Comment il va réussir à installer cette réforme des retraites ? Comment il va la passer ? Est-ce qu'il va être suivi par sa majorité ? Ça, c'est une vraie question. Parce que quand vous parlez avec la majorité LREM, je peux vous dire qu'à l'intérieur de cette majorité, beaucoup de députés, proportionnellement à ce groupe-là, ne veulent pas suivre cette réforme des retraites. Ouais. Donc il doit jongler, il se laisse 1 an. Le problème, c'est que ce sont les usagers, le quotidien des Français, la majorité silencieuse. Et moi, je pense que ce que disait tout à l'heure Michel Thoman, c'est que on est à la veille de grève importante. Aujourd'hui, c'est une petite grève, même si elle est suivie. Mais on est à la veille de grève importante. Et je pense que les Français qui n'ont pas parlé pendant des années, la majorité silencieuse, comme on l'appelle, ça va lui casser la tête. Et il peut y avoir vraiment des dissidences et des affrontements. Oui. Vous pensez aussi... on va en parler de ces grèves. Est-ce qu'elles vont être suivies ? Ce matin, le Parisien disait que le gouvernement était plutôt rassuré, que les Français avaient d'autres idées dans la tête que de descendre dans la rue. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je rappelle quand même qu'il y a eu, entre le Covid... Juste avant le Covid, il y a eu des grandes grèves contre le projet de réforme des retraites. On l'oublie. Ouais. Il y a eu des très grandes grèves. Il y a eu un bras de fer extrêmement dur dans la rue. Et donc, moi, je répète, je pense que là, le choix qu'a fait le président de la République, un peu sous pression de François Bayrou, qui pour une fois pesait un petit peu dans les grands équilibres de la Macronie, c'est encore une fois, il prend un risque énorme. Moi, je pense que dans sa logique, il c'était plus utile qu'il passe en force tout de suite, quitte à risquer que ça tangue un petit peu, alors que là, encore une fois, il laisse le temps à ses opposants de se préparer et il donne une opportunité d'avoir un objectif précis pour une mobilisation sociale qui risque d'être très très forte. On a un début de mandat présidentiel et parlementaire qui n'a servi quasiment à rien. On a présenté un projet de loi pouvoir d'achat qui visait à redistribuer des milliards et des dizaines de milliards dont on n'a aucune source nouvelle de recettes ou d'économies. Et c'est tout ce qu'ils ont été capables de faire au mois de juillet. Comme je le disais, depuis début août, l'Assemblée est fermée, il ne se passe rien, on reprend les travaux début octobre. Alors qu'on a 3 000 milliards de dettes, alors qu'on a une crise de l'énergie mondiale, qu'on a une crise de l'inflation, et qu'on a aussi une crise de l'emploi. J'étais hier, pour raison professionnelle, dans la Manche. J'ai des gros restaurateurs industriels qui travaillent dans la baie du Mont-Saint-Michel, des entreprises qui me disaient j'avais 50 postes non pourvus pour pouvoir vivre la saison. Donc ça pose quand même des questions du retour à l'emploi de personnes qui sont perdues du marché et du système. Et vraiment, en effet, je pense que avec cette nouvelle donne, nouvelle vague que les Français ont donnée, les Français ont volontairement, on en a parlé sur cette antenne en juillet,
Ils ont volontairement imposé une forme de construction, de co-construction de texte. On aurait pu cet été travailler, légiférer et apporter un texte qui est très important et que malgré tout dans le subconscient des Français, ils ont conscience qu'il faut toucher à ce sujet des retraites. Ils en ont conscience. Ouais. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ces grèves. Premier tour de chauffe sociale ou pas. À tout de suite. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h. Et à 10h, nous recevrons Chantal Goya. Elle va fêter ses 80 ans et elle monte toujours sur scène. Ce sera à 10h. Grève, premier tour de chauffe sociale. Donc ce matin, je vous disais, un article dans Le Parisien nous dit que le gouvernement n'est pas très inquiet. Pense que les Français sont plus préoccupés par le prix de l'énergie, par boucler leur fin de mois que de descendre dans la rue. C'est pas ce que vous pensez les uns et les autres ici, Alex? Non. C'est un très bel exercice de communication politique. Hein. S'ils pensent ça, ça veut dire que pendant depuis des semaines, ils nous parlent du prix de l'énergie en pensant que comme il va y avoir l'arrivée du projet de loi retraite, bon bah voilà, on met les feux ailleurs et comme ça au moins on va réussir à détourner les Français. Mais enfin les Français c'est quand même faut dire ce qu'on veut, hein. C'est quand même des gens qui sont réfléchis et qui savent traiter l'actualité au jour le jour. Ils ont manifesté, vous le rappelez tout à l'heure Michel, ils ont manifesté avant le Covid, c'était des manifestations très importantes. Moi j'en ai des souvenirs violentes. D'ailleurs c'était au tout début du Covid et je pense même moi à titre personnel que ça a accéléré la diffusion du Covid parce qu'on était serrés dans les transports en commun et tout. Et je peux vous dire que c'était violent et quand on le couvrait en tant que journaliste politique, c'était compliqué à gérer. Donc non, pour moi je crois pas du tout qu'ils vont se préoccuper du prix de l'énergie. Là vous avez un premier jour de grève, c'est un premier jour. C'est-à-dire que ça a été organisé entre guillemets rapidement. Vous avez quand même des grèves, des grévistes dans les écoles très importants, dans les écoles primaires, des professeurs des écoles, beaucoup qui vont être absents. Alors on n'est pas trop touché, je dis ici à Paris, parce que dans le métro parisien, a priori ça ne sera pas beaucoup diffusé. Mais allez voir sur les TER. Sur les TER, c'est énorme vraiment pour un premier jour de grève. Donc je pense que ça va progressivement augmenter. Et à mon avis, on est face à des lendemains compliqués. Alors, moi, ce que je voulais, d'abord, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Je trouve absolument scandaleux que dans les grévistes, dans les écoles primaires, ils sont obligés de l'annoncer à l'avance. Mais dans les collèges et les lycées, les professeurs qui décident de faire grève ne sont pas obligés de le dire 24 heures à l'avance. Ce qui pose d'énormes problèmes de gestion pour les parents d'élèves. Franchement, je trouve qu'ils devraient être, au droit de grève, mais ils devraient être obligés de prévenir au moins 24 heures à l'avance s'ils vont faire grève pour que les principaux établissements puissent prévenir les familles. Là, il n'y aura pas tel prof, etc. Bon, parenthèse refermée. Je pense que, en fait, la réforme des retraites, c'est le symbole de l'échec d'Emmanuel Macron sur le premier quinquennat, mais sur certainement les deux quinquennats. Je pense que véritablement, ça va être le point d'achoppement et le symbole de tout ce qu'Emmanuel Macron aurait rêvé de faire et qu'il n'a pas su faire. Non pas qu'il n'a pas pu faire, mais qu'il n'a pas su faire. Et je pense effectivement que ça va le poursuivre et que ça risque fort de compromettre également le deuxième quinquennat, parce qu'encore une fois, je pense que les gilets jaunes, ça a démarré sur une question très précise. Le point de départ, ça a été la réforme d'une taxe sur le prix de l'essence, du prix de l'essence. Et je pense que les déclenchements de mouvements sociaux, c'est souvent sur des projets précis qui sont en fait le prétexte pour catalyser, pour cristalliser toutes les colères qui foisonnent dans le pays. Et je pense que là, mais ça vient comme une cerise sur un gâteau. La question des retraites, personne en France ne veut, dans le principe, travailler 3 ans, 4 ans de plus pour financer les déficits sociaux. Donc je pense que là, Emmanuel Macron prend un risque énorme dans les 3-4 mois qui viennent de rendre possible une contestation sociale qui risque de mettre de nouveau le pays presque à feu et à sang. Oui, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues. Je pense qu'on est encore un peu tôt dans la colère ou la grogne sociale. Je vois ça plutôt arriver dans le courant de l'hiver. Je pense qu'on va avoir un hiver très difficile. On voit aujourd'hui que les températures sont assez faibles. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le chauffage au bois granulé, le prix du pellet est passé de 4,50 € les 15 kilos à parfois 12 €, ce qui fait x3 pour un foyer modeste. Et je pense aussi que nous allons avoir des situations économiques très graves. Parce que les entreprises, on ne le dit pas, subissent de plein fouet la hausse de l'énergie et ont des x3, x4, x5 montants de factures qui se multiplient.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, des entreprises vont vouloir mettre du chômage partiel en place, parce que ça va coûter plus cher d'accueillir des salariés et de produire que d'avoir l'usine à l'arrêt. Et donc là, on s'attend à des lendemains très difficiles. Je pense qu'il y a une folie de l'énergie en ce moment et qui mériterait de consacrer tous les débats, qu'on aurait dû avoir ces débats cet hiver, qu'on a une responsabilité énorme vis-à-vis du nucléaire et vis-à-vis de la filière française, et que les lendemains difficiles, ils ne sont pas aujourd'hui. Parce que quand il va falloir peut-être rationaliser l'énergie, le chauffage, faire des sacrifices, etc., là, les Français vont se dire qu'il se passe quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. Et je vois ça plutôt arriver au cours de l'hiver qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, grève, premier tour de chauffe pour vous, Charles Trochet. Moi, je pense que les Français sont totalement conscients que les moments difficiles sont déjà là et bien sûr qu'ils vont être encore là cet hiver. Mais je pense les retraites, oui, c'est caractéristique de l'attitude de Macron un peu sur toutes les questions. D'un côté, il tape du poing sur la table en disant oui, on va faire ça, et au final, en même temps. Et il recule. Et c'est un peu comme ça aussi, notamment sur la sécurité, les retraites, tout. Enfin, c'est une attitude qu'il a, je trouve, de manière générale, sur un peu tous les sujets. Oui, monsieur Elexhauser, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est d'accord. Moi, je ne dis pas que c'est maintenant. Je dis que ce sera pour février-mars, au moment de la discussion du projet de loi sur les retraites, qui sera le prétexte, à mon avis, de très grandes manifestations sociales qui peuvent, elles, dégénérer et susciter dans toute la France. Je pense que d'ici là, ils auront le temps de bien se chauffer, en effet. De le dire. Non, mais moi, juste une chose, je suis pas d'accord sur le fait qu'il va pas réussir à la faire, cette réforme des retraites. Non. Il va réussir à la faire. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est ce qu'on dit depuis le début. Pour moi, il va réussir à la faire. Et ce sera effectivement le symbole de son quinquennat. C'est quand même une réforme des retraites où tout le monde s'est cassé les dents. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Depuis que j'ai 15 ans, on m'en parle de cette réforme des retraites. J'avais même pas commencé à bosser. On me demandait comment j'allais financer ma retraite. Donc, en fait, je peux vous dire qu'il va réussir à la faire, cette réforme des retraites. Il va y laisser des plumes. Mais à quel prix, c'est ça. À quel prix C'est surtout ça. Et je sais pas avec qui dans son gouvernement il va réussir à la faire, cette réforme des retraites. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour la première ministre Elisabeth Borne, pour le moment, on n'entend pas grand-chose de sa part. Non. Simplement qu'elle va concerter, qu'elle va se réunir avec. Enfin, comme vous l'avez dit, Delevoye, il a concerté pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on va concerter quoi? Puisque les autres n'en veulent pas. Donc vous dites, elle va passer, mais elle va passer comment? En force. En force, mais en tout cas, elle passera. Et c'est vraiment l'enjeu de son quinquennat à Emmanuel Macron. Et il se mettra tout le monde à dos. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix aujourd'hui. Il s'est fait élire là-dessus. Oui, mais c'est le jeu de l'orgueil. Mais il s'est fait élire là-dessus. Et je pense qu'il laissera cette trace, entre guillemets, cette semi-trace dans l'histoire, en disant c'est moi qui ai fait passer la réforme des retraites. Il ira au bout, c'est sûr et certain. En revanche, quand dire que les lendemains sera plutôt pour l'hiver, ça va monter progressivement. Il y a une grogne sociale qui est en train de monter. On parle de la réforme des retraites, mais vous la conjuguez à l'énergie, qui est un vrai enjeu aussi, et puis vous la conjuguez à tout ce qui se passe malgré tout dans le jeu politique. Je pense que les Français, ils en ont marre, objectivement. Mais est-ce qu'il y a un mouvement type gilet jaune qui peut se reproduire, c'est-à-dire avec vraiment des gens qui vont descendre? On nous avait dit que la rentrée serait difficile. Visiblement, là, on est quasiment en octobre. Il n'y a pas encore de... Il y a pas tarifaire, malgré tout. On ne le dit pas suffisamment, mais ce qui limite la casse, c'est la cash machine de l'État. 20 milliards déjà dépensés sur le seul carburant. 20 milliards, on en finance des grands programmes d'investissement dans le logement social, la protection hermétique des bâtiments publics, etc., des logements sociaux. On finançait beaucoup avec 20 milliards. À la place de ça, on s'est payé 3-4 mois de répit social sur le carburant. Donc ça absorbe un petit peu. Pour l'instant, ceux qui font grève aujourd'hui, c'est service public. C'est RATP, c'est Radio France. Je l'appelle ce matin sur les radios, SNCF. Le privé ne fait pas grève. Non, le privé n'a pas les moyens de faire grève. Les salariés qui, dans le privé, feraient grève auraient des retenues de salaire. C'est pas le cas des fonctionnaires qui font grève, ce que je trouve d'ailleurs, à mon avis, pas normal non plus. Donc voilà, c'est facile, évidemment, pour des fonctionnaires de faire grève. Et honnêtement, c'est un droit fondamental. Mais... Pardon ? C'est pour ça qu'ils en usent et en abusent. Oui, enfin c'est facile, faut toute proportion gardée. Je pense qu'ils ont aussi des demandes qui peuvent être légitimes, objectivement. Donc, oui, bien sûr, par exemple pour les profs, augmentation des salaires, moi je suis totalement d'accord. Voilà. Je trouve que par rapport à nos voisins européens, les profs en France sont très mal payés, en plus d'être très mal considérés. D'ailleurs, ils vont être augmentés au passage. Oui, dans le budget, il y a 900 millions d'euros prévus, je crois, pour l'augmentation des salaires des profs. C'est en début de carrière, les débutants
sont augmentées, ça devrait s'étendre sur l'ensemble de la profession, et de la carrière. D'ici les 5 ans. Voilà, parce qu'il y a une vraie crise des vocations. Hein. Oui, bien sûr. Vous parliez très justement des agriculteurs tout à l'heure, qui est quand même une spécificité française, et où il y a une crise des vocations. Le monde de l'école aussi, il y a une vraie crise des vocations, et il va falloir essayer de motiver des jeunes professeurs à revenir et à retrouver les bancs de l'école. Bien sûr, oui. Mais bon, manifestation aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire. Merci à tous les quatre. Dans un instant, donc Chantal Goya, tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.